Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous vous intéressez à l'observation du Soleil, mais vous ne comprenez pas forcément ce que vous voyez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Klett, astronome professionnel en Belgique. Tu travailles sur l'observation du Soleil et tu étais aux rencontres des observateurs solaires 2022 pour présenter une conférence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le thème de ta conférence ? Le thème de ma conférence, c'est en fait de montrer quel est le mécanisme et quelles sont nos connaissances actuelles concernant la dynamo solaire, donc le mécanisme en fait de recyclage du champ magnétique que le Soleil met en jeu pour produire tout ce qu'on connaît comme activité sur le Soleil. Voilà, vous avez entendu parler de tâches solaires, vous avez entendu de cycle solaire sur une période de 11 ans. C'est un petit peu plus compliqué que ça et en même temps c'est très simple à comprendre, mais il se passe plein de choses en dessous. Et à l'aide d'un certain nombre d'animations, eh bien, nous allons voir ça ensemble dans la conférence. Donc on vous laisse à cette conférence. Encore merci beaucoup pour ta conférence. Merci. Et on vous laisse avec la conférence maintenant sur la chaîne Astro. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, notez que Frédéric vient de sortir un ouvrage aux éditions Favre, donc sorti en avril dernier. Il s'agit du livre intitulé Le Soleil et nous, et qui nous explique vraiment tout ce qui se passe au cœur de notre étoile et les impacts sur jusqu'au climat terrestre. Un ouvrage de référence qui fait plus de 400 pages, même près de 500 pages. Donc vraiment l'œuvre de toute une vie et on a vraiment quelque chose là, un ouvrage de référence sur le sujet. Vous pouvez le trouver chez babelio.com, vous pouvez le trouver sur la Fnac, vous pouvez le trouver sur Amazon aussi, mais de préférence allez directement sur le site de l'éditeur, c'est toujours un peu mieux. Voilà, ouvrage de référence pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet et vous allez noter dans la conférence que Frédéric est vraiment très très pédagogue, donc c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde. Voilà, et vous avez le lien dans la description. Bonjour à tous. On espère que le micro va fonctionner, ce qui est très intermittent. On est privé du soleil, hélas, mais je vais essayer de vous amener quand même un peu de soleil cet après-midi. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est vous montrer ce qu'il y a sous le capot, donc l'intérieur solaire. Parce que tout ce qu'on a vu ce matin, c'est l'atmosphère solaire. C'est tout ce qui est au-dessus de la photosphère, qui est le niveau. Ce n'est pas un niveau matériel comme le sol sous nos pieds, mais c'est simplement le niveau où la densité et la température du plasma solaire devient suffisante pour que la lumière se libère. Donc ça devient transparent, on peut tout voir. Mais en dessous, personne, par aucune technique, n'ira voir. Sauf par des moyens détournés, comme vous allez le voir. Petit rappel, le Soleil, premier tiers intérieur, c'est le cœur, c'est là où la température dépasse environ 2 millions de degrés. En fait, on est à 14 millions au centre même du Soleil, ce qui permet les réactions de fusion nucléaire. L'énergie dégagée, c'est sous forme de photons, donc de lumière, mais des rayons gamma. Mais vu les densités, pendant un tiers du rayon en dehors du cœur, la matière est tellement dense qu'elle ralentit terriblement les photons et la lumière, en fait, venant du cœur, va prendre 1 million d'années pour atteindre l'autre limite à peu près 75% du rayon solaire entre le centre et la surface. C'est la couche convective que l'on voit ici, qui ne contient que 5% de la matière solaire, mais à près de la moitié de son volume, en fait. Et là, c'est une couche beaucoup plus dynamique. J'ai parlé de l'échelle de temps à 1 million de degrés, à 1 million d'années, pour que la lumière se fraye un chemin jusqu'à la base de cette couche convective, mais à partir de ce moment-là, c'est en quelques mois seulement que la lumière va se propager jusqu'à la surface. Donc l'échelle de temps devient ultra courte, et là
situe l'un des aspects importants de l'activité magnétique du Soleil. Premier mouvement, donc vertical, la convection qui amène le gaz chaud des profondeurs jusqu'en surface. Autre grand mouvement, la rotation solaire, rotation différentielle, plus rapide à l'équateur qu'au pôle, et qui est déterminée par différents moyens. Évidemment, un moyen classique, c'est la rotation des tâches. Vous voyez que ça va au maximum jusqu'à 40-45 degrés de latitude, parce qu'il n'y a évidemment pas de tâches qui peuvent apparaître et jouer le rôle de traceur au-delà de cette limite. Mais vous voyez à peu près ce profil symétrique. Donc une rotation non rigide, ce qui veut dire aussi un cisaillement entre des parties du Soleil situées à des latitudes différentes. Alors ça, c'est un phénomène évidemment observé déjà depuis longtemps en surface, mais pour en savoir plus, il faut aller en profondeur. Et ce qui peut nous aider, c'est l'héliosismologie. L'image que vous voyez à gauche, c'est une image que vous ne verrez jamais dans un instrument directement. C'est obtenu par spectroscopie et par mesure du mouvement vertical, par effet Doppler, de tous les points de la surface solaire. Et si vous passez un film, vous avez ce fourmillement qui semble complètement désordonné. Mais en fait, ce fourmillement est la superposition de toute une série d'ondes qui se propagent à partir de la surface, suivent des chemins courbes, il y a une réfraction qui les ramène vers la surface et rebondissent ainsi de suite. Et en fait, remplissent tout le Soleil qui est comme une cavité. Donc, si vous pensez à un instrument de musique, un violon et sa caisse de résonance, ou bien une flûte, et le tube dans lequel les ondes se forment, eh bien le Soleil joue le rôle de cavité résonante. Et comme un instrument peut être reconnu par son timbre, qui est la superposition de toute une série de modes d'oscillation spécifiques à la forme de l'instrument, du boîtier de la guitare ou du violon, pour le Soleil, les modes d'oscillation sont tout à fait réguliers. À droite est illustré un mode d'oscillation, donc les parties bleues et rouges correspondent à des zones vibrantes en phase opposée. C'est un seul mode. Sur le Soleil, il y a des dizaines de milliers de modes. Et si on reporte verticalement la fréquence du mode, bon là, une période, c'est 5 minutes, donc on parle de millihertz. Donc c'est pas du tout quelque chose que l'oreille humaine peut entendre. Et horizontalement, c'est la taille angulaire, donc c'est en quelque sorte le nombre de cellules à la surface du Soleil, sur tout le pourtour. On voit que les modes se répartissent en franges tout à fait régulières. C'est fascinant, et le long de chacune de ces branches, il y a des milliers de modes d'oscillation. Alors, en combinant des modes, comme c'est illustré en bas à droite, où on combine 3 modes différents, soigneusement choisis, on obtient à droite, en fait, par superposition, on voit qu'il y a les points sombres correspondent à des zones à l'intérieur du Soleil, où en combinant ces 3 modes, on a comme une sonde qui mesure cet endroit-là dans le Soleil, à cette profondeur-là, à cette latitude-là. Et donc, avec ces milliers de modes, ça permet un découpage complet en profondeur et en latitude du Soleil, pour résumer la technique. Et pour vous faire comprendre comment on en est venu, ça c'est un résultat qui date des 15 dernières années, c'était tout nouveau, c'est la rotation interne du Soleil. L'échelle est à droite, donc rotation rapide, c'est le rouge, donc on voit près de l'équateur, rotation lente, c'est le bleu. Et là, que voit-on? C'est que sur la partie extérieure du Soleil, la rotation différentielle du Soleil, donc qui se ralentit de l'équateur au pôle, eh bien, en fait, elle se poursuit à l'identique jusqu'à une certaine profondeur, où là, tout à coup, le centre
en tout cas une partie qui peut être explorée, est entièrement jaune, qui correspond à la rotation à peu près 30 degrés de latitude en surface. Et entre les deux, il y a une zone de fort cisaillement. Et cette zone coïncide exactement à la base de la couche convective. Donc la rotation de surface se propage à travers la couche convective et puis s'arrête. Et l'intérieur du Soleil, la zone radiative, tourne d'un bloc comme un corps solide, on dirait, comme une boule de pétanque. Et donc, ce phénomène en surface, donc ce cisaillement, il faut bien maintenant se rendre compte qu'il est présent sur tout ce volume de la couche convective à l'intérieur du Soleil. Un petit film remplace pas mal de descriptions. Imaginez que vous puissiez ouvrir le Soleil, et donc voilà le profil de rotation du Soleil. À gauche, un autre champ de vitesse dans lequel je reviendrai, c'est un courant beaucoup plus lent, mais qui en surface va de l'équateur jusqu'au pôle, et en profondeur va du pôle vers l'équateur. Donc on a deux grands champs de circulation à l'intérieur du Soleil et on a en fait là la base de ce qu'on appelle la dynamo solaire, donc le moteur qui crée tous les champs magnétiques dont vous voyez les manifestations à la surface du Soleil. Alors manifestations à la surface du Soleil, évidemment, les plus connues sont les fameuses taches solaires, rappel des dimensions, du fait que même l'ombre à l'intérieur d'une tache solaire, c'est pas tout à fait noir. On est à 5 à 30% de l'intensité du reste de la photosphère solaire. Donc si avec vos instruments vous surexposez méchamment, vous allez voir que le centre des taches est gris, c'est pas noir. Les dimensions également très importantes pour un groupe 200 000 km. Rien de commun avec la taille de la Terre, durée de vie pour les plus grosses taches, plusieurs mois, ce qui veut dire qu'avec la rotation d'environ 27 jours, donc les gros groupes reviennent, parfois plusieurs fois. Petite animation qui évoque comment émergent ces taches qui sont en fait la marque de dipôle, c'est qu'on a des boucles magnétiques qui percent la surface et là où l'arcade traverse la fine couche d'à peine 500 km qu'est la photosphère, se forment les taches, d'où le fait que dans chaque groupe, on a généralement deux grandes taches dominantes qui marquent ce dipôle principal. Évidemment, l'émergence de ces champs magnétiques amène à une réorganisation. Ils émergent au milieu de champs magnétiques qui préexistaient déjà. Et ces interactions, c'est ce qui déclenche les éruptions solaires. Là, un exemple d'une grosse tache de 2002, comme on n'en voit pas très souvent, et une éruption avec un ruban brillant bien marqué qui se produit dans cette région. Mais juste pour le plaisir des yeux, j'ai repris cette éruption-là du 7 juin 2011, qui est quand même c'est un des événements les plus emblématiques qui a été enregistré ici par le satellite SDO, donc dans l'extrême ultraviolet. Et donc là, c'était à 1 million de degrés. Ici, on est dans l'arrêt de l'hélium. Ça commence à ressembler à H-alpha, qui correspond à la chromosphère à peu près 7000 degrés. Là, on est à 80 000 degrés. Donc, c'est une sorte de vue étendue de la chromosphère. Et là, ce qui est admirable, c'est qu'au-delà des éjections, vous avez cette pluie de matériaux froids qui retombe de la couronne et qui vient percuter la chromosphère. Un vrai feu d'artifice. Donc, ces éruptions, évidemment, sont
l'une des caractéristiques principales du Soleil, aussi celle qui nous concerne le plus directement, surtout dans notre société du XXIe siècle, avec toutes nos technologies de télécommunication, de navigation par satellite, qui sont vulnérables à ces perturbations. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces événements à court terme, mais du mécanisme à long terme qui les produisent. Alors, petit retour en arrière, les taches solaires, traceur évidemment fondamental de l'activité, c'est connu depuis l'invention du télescope. Les premiers observateurs, là c'est un dessin de Galilée, qui en fait est très équivalent à un dessin d'un observateur moderne, mais bien d'autres observateurs ont directement au XVIIIe siècle fait des dessins des taches solaires, ce qui nous permet d'avoir un enregistrement assez complet de l'évolution de l'activité au fil des ans. Alors, la progression des découvertes, c'est bien sûr Schwab qui s'est rendu compte que la fréquence d'apparition des taches était modulée par un cycle de 11 ans. C'est en fait le premier fait connu, la première propriété du Soleil connue et qui n'est pas encore entièrement élucidée à l'heure actuelle. Vous imaginez le temps, c'était vers 1850 qu'il a publié ça. Peu après, inspiré par cette découverte, Rudolf Wolf en Suisse a commencé des observations vraiment organisées, systématiques, qui se poursuivent encore actuellement pour garder ce fil d'Ariane vers les premières observations historiques. Et ce n'est que fin du XIXe siècle que l'Américain Hale a, grâce à la spectroscopie et à l'analyse de la polarisation dans les raies spectrales, a mis en évidence le fait que les taches étaient un phénomène magnétique. Alors j'ai évoqué le fait que le suivi du cycle se poursuit actuellement, et en fait le centre mondial qui en fait collecte les observations, le comptage visuel des taches solaires, donc utilisant la même technique que les premiers observateurs, bien avant que même la photographie n'existe. Donc cet effort est poursuivi et le collationnement est fait à Bruxelles depuis 1981. Actuellement, en moyenne, on a 85 stations dans 30 pays répartis à travers le monde. Au total, sur les 40 ans depuis qu'on gère le réseau, en fait, 300 stations ont contribué au total et on a accumulé plus de, je crois maintenant, on est au-delà de 540 000 observations individuelles. Alors, il y a une forte proportion encore par un héritage historique en Europe, et puis un peu des observateurs en Asie, peu en Amérique du Nord, vu que là, la plupart des amateurs envoient par tradition leurs observations à la AVSO, l'American Association of Variable Star Observers. Mais une autre chose importante à savoir, c'est que la grosse portion là dans la tarte bleue, c'est des amateurs. Donc 2/3 des contributeurs sont des gens comme vous, pas des professionnels, et qui, depuis parfois, pour certains, plus de 40 ans, fournissent leurs observations quotidiennes, quand la météo le permet, évidemment. Ça, c'est un peu un résumé historique. En haut, le nombre de stations qui ont contribué. Vous voyez qu'on se stabilise vers les 85-90. Le nombre d'observations collectées par an, vous voyez qu'on est entre 15 et 20 000. Et en moyenne, les stations fournissent des données pendant 150 à 200 jours par an. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir du beau temps chez soi quasi tous les jours pour pouvoir s'inscrire dans le réseau. Et bien sûr, oui, pour rappel, le genre de technique utilisée, très simple, écran de projection pour faire un dessin, parfois même moyennant évidemment l'utilisation d'un filtre approprié, comptage sur l'image aérienne à l'oculaire. Maintenant, viennent s'ajouter évidemment les techniques numériques.
nous avons certaines stations qui, à titre expérimental, nous envoient des comptages à partir de leurs images, mais pour le moment, c'est à l'étude, c'est marginal parce que, évidemment, c'est plus du tout la même technique que les observateurs d'il y a 100, 200 ans. Évidemment, comme le côté essentiel qu'apporte cette série, c'est le fait qu'on puisse comparer sur une échelle égale l'activité solaire à travers les siècles, eh bien, on ne change pas, évidemment, les paramètres de l'expérience. Et donc, en parallèle aux techniques modernes, les techniques visuelles continuent, avec l'avantage qu'en plus, ça nécessite un équipement finalement peu coûteux, et donc accessible à un maximum de gens, et c'est ce qui fait aussi la robustesse du système. Par cette technique tout à fait simple, ça a assuré le fait qu'à travers toutes les époques, vous imaginez, il y a eu la Révolution française, je ne sais pas combien de guerres, des crises économiques, des famines, etc. Et à travers toutes ces perturbations, il n'y a jamais eu d'interruption totale de cette source d'information sur le Soleil. Et ça, cette robustesse du système, par le fait que ça repose sur peu d'exigences, c'est finalement quelque chose qui reste encore valable même à notre époque. Alors, voilà ce que ça donne. Un panorama, là, je commence en 1700. Et vous voyez à quoi ressemble le cycle solaire. On dit cycle, mais c'est en fait plutôt une succession d'impulsions. Je prendrai plutôt cette image-là. Et comme vous voyez, c'est tout sauf une horloge suisse. La période elle-même, c'est de 9 à 14 ans. Et vous voyez que certains cycles sont très très faibles. Et par contre, on passe au triple pour les cycles les plus forts. Donc, dans des maxima comme celui du cycle 19, qui est celui de tous les records en 1958, il y avait du travail pour redépouiller l'observation d'une seule journée. Et là, nous sommes là, au démarrage d'un nouveau cycle dans la phase montante. Oui, ceci résume un peu les variations. Ça vous donne une meilleure idée de combien un cycle peut être différent des autres, y compris les minima, donc les creux, qui eux-mêmes varient. Une autre manière de voir ça, c'est que, il n'y a pas si longtemps, on est passé par un minimum. Ça a dû vous frustrer beaucoup, tous, en tant qu'observateurs solaires, de passer des semaines avec rien à se mettre sous la dent, quoi. Pas une tâche, rien. Ça, c'est le comptage des jours sans tâche. Vous voyez qu'il y a un pic à chaque minimum. Vous voyez aussi que cette modulation, en fait, varie également. Ici, j'ai lissé le comptage en donnant un total par minimum. Et j'ai inversé l'indice des tâches pour mieux montrer la parfaite anticorrélation entre les deux. Et donc, ça se balade entre de l'ordre de 1000 jours quand on a un cycle faible, donc presque 3 ans avec presque pas de tâches à se mettre sous la dent, jusqu'à moins de 400 jours pour les cycles les plus importants. Et le petit point noir à droite, soit dit en passant, c'est là où nous en sommes actuellement, ce qui vous indique qu'on est un peu plus proche des cycles faibles que des cycles élevés. Petit indice sur la suite. À noter aussi qu'on vit à une époque qui suit un épisode assez inhabituel où on voit qu'on a eu une salve continue de cycles élevés pendant plus de 60 ans. En fait, 6 cycles ont été au-dessus de la moyenne l'un après l'autre, ce qui n'est pas forcément courant dans le passé. Oui, juste pour résumer à quel point un soleil de minimum, comme en 2008, si j'ai mon pointeur ici, vers 2007-2008, allez, on a un soleil quasi sans structure au niveau de la couronne, et puis 2014-2015, un soleil de maximum. Dans l'extrême UV, vous avez à peine l'impression que c'est la même étoile, quoi. Vous pourriez me dire, ouais, mais là, vous avez collé
un autre objet, que ça n'a rien à voir avec ça. Mais si, c'est le même Soleil. Alors ça peut donner certaines taches géantes. Se dit en passant, voilà la Terre, à taille égale. Spectaculaire aussi en H-alpha, comme vous voyez, parce que là en plus vous avez la zone d'influence étendue de la plage brillante. Et ici aussi, c'est un groupe de 2014, le plus gros du cycle dernier, avec la Terre en comparaison. Donc, en fait, le cycle passé est un cycle moyen, qui était à peu près 2 fois plus faible que ceux qui ont précédé. Mais ceci vous illustre le fait que le cycle faible ne veut pas dire que d'office vous avez des régions actives petites. Les régions actives seront moins nombreuses, et proportionnellement les plus grosses seront moins nombreuses aussi. Mais même, par exemple, dans l'épisode du minimum de Maunder, où le Soleil s'est mis en hibernation, les quelques taches qui sont apparues pouvaient, pour certaines, être très grosses. Donc là, c'est un échantillonnage de quelques groupes importants, facilement visibles à l'œil nu, quand ça atteint cette taille-là. Alors, donc un cycle semi-régulier, mais en fait 2 cycles, parce que l'hémisphère nord et sud n'évoluent pas en synchronisme, et ça c'est par exemple l'indice des tâches pour les 2 cycles. On voit les excès en vert quand c'est le nord qui domine, et en rouge quand c'est le sud, et vous voyez que les cycles restent quand même synchronisés dans l'ensemble. Donc il y a un couplage qui existe, mais en même temps, ce ne sont pas deux phénomènes qui sont le miroir l'un de l'autre. Autre propriété spatiale à retenir, donc, c'est que nous avons 2 cycles, un dans chaque hémisphère. Alors, si on regarde à l'échelle globale, on voit, à droite, c'est un magnétogramme qui montre les champs magnétiques associés aux tâches. À gauche, simplement une image dans le continuum, donc l'équivalent de la lumière blanche. Et donc, parmi les choses qui sont frappantes, c'est que les tâches apparaissent à basse latitude et dans 2 bandes à latitude intermédiaire. Et donc, chaque tâche a ses dipôles. Mais les dipôles eux-mêmes ne sont pas aléatoires. Là, je ralentis un petit peu le magnétogramme. Blanc et noir correspondent aux 2 pôles d'un champ magnétique, donc comme les 2 bouts d'une barre d'un aimant. Gris veut dire 0 champ magnétique. Et donc les paires blanches-noires correspondent à chaque fois à un groupe de tâches. Et là, regardez au-dessus de l'équateur, dans le sens de la rotation, c'est blanc d'abord, noir derrière. Regardez sous l'équateur, c'est toujours noir devant, blanc derrière. Donc vous avez les polarités inversées systématiquement entre les 2 hémisphères. À noter aussi, pour les observateurs, c'est que vous voyez certains dipôles très compacts. Je crois que pendant le film, voilà, à droite, on en voit un qui émerge en plein milieu du disque. Généralement sont assez concentrés avec les parties blanches et noires très marquées et bien distinctes, tandis que par exemple en dessous, vous avez des vastes zones qui sont plutôt faites de tachetures sur une vaste surface avec une dominance noire et une dominance blanche sur 2 zones assez vastes voisines. En fait, ce sont les résidus de régions actives très anciennes, parfois qui ont perdu leur tache solaire, mais donc le champ qui émerge disparaît, non pas simplement en se dissolvant lui-même, mais en se fragmentant, et les fragments progressivement sont éparpillés sur une surface de plus en plus grande, chaque élément devenant de plus en plus faible, et en dessous d'un certain seuil, c'est plus capable de produire une tache solaire. Mais néanmoins, par exemple, de traduire sa présence par des facules, et donc les plages brillantes aussi au niveau chromosphère,
et aussi par la présence de filaments, vu qu'il y a des filaments qui ne sont pas forcément présents là où sont présents des taches. Mais donc, quand on a des dipôles étendus comme ça peut permettre la formation de filaments loin, en dehors des régions actives. Alors, autre motif très connu, le diagramme papillon. Vous reportez en fonction du temps l'échelle horizontale, la latitude de chaque groupe qui apparaît, et vous voyez qu'au début du cycle, les premiers groupes apparaissent à des latitudes de l'ordre de 30 degrés, et puis au fur et à mesure que le cycle progresse, la latitude diminue, mais avec néanmoins très peu de groupes à l'équateur. Il y a vraiment une séparation entre les deux ailes, je dirais. Et donc, ceci, c'est le dernier diagramme, c'est fait par David Hathaway, qui travaillait précédemment à la NASA, qui est à la retraite maintenant. Vous voyez le début des ailes du cycle 25. Donc, ce sont les ailes sur lesquelles vole le cycle actuel. Alors, ce diagramme papillon, est-ce qu'il est présent en profondeur? Et là, de nouveau, on utilise les techniques d'hélioséismologie. Et voilà le diagramme que ça donne. En fait, pour obtenir le diagramme du bas, simplement, on a soustrait de la rotation différentielle du Soleil un profil de rotation moyen constant. Et ce qu'on voit, c'est qu'à certaines latitudes, la rotation va un peu plus vite, c'est ce qui est représenté en orange, ou retarde un peu. Et on voit que ça forme des bandes qui, comme les ailes de papillon, convergent vers l'équateur, sauf que on peut les détecter, et là c'est sous la surface du Soleil, on peut les détecter sur presque 20 ans. Donc on détecte en fait que ces ailes qu'on voit sous la forme de taches solaires seulement à partir de la latitude de 30 degrés, elles existent en fait à plus haute latitude, sans laisser de traces en surface. Et donc, un cycle commence bien avant que les premières taches n'apparaissent. Et donc, elles sont présentes près des pôles, alors que les ailes de papillon du cycle précédent, ceci c'est la fin d'un cycle, c'est là où se trouvent les taches solaires, il y a déjà ces structures présentes à haute latitude. Là, on commence à voir vraiment la mécanique interne sous la surface. Ah oui, j'ai retrouvé, donc, oui, ceci montre la migration. À noter qu'il y a une aile inverse qui part des latitudes élevées, enfin intermédiaires, on est vers 50 degrés de latitude, et migre vers le pôle au tout début d'un cycle, avant même que les premières taches n'apparaissent, et migre en fait un peu plus rapidement que la migration des taches vers l'équateur. Autre structure qui était totalement invisible en surface. Ça, c'est le dernier diagramme, c'est le même, mais c'est le dernier que j'ai vu mis à jour, et on voit le début des ailes de papillon du cycle 25. Donc, à noter que le début du diagramme commence seulement au moment où cette technique a été mise au point, donc impossible de prolonger ça. Auparavant, les mesures n'existaient pas. Donc voilà. Diagramme de papillon, même prolongé sur plus de 11 ans, migration du pôle vers l'équateur, et aussi une migration vers les pôles. Peut-on voir autrement? En cartographiant les mêmes magnétogrammes, vous voyez les régions actives, ici c'est pas blanc et noir, c'est jaune et bleu. Si, première étape du processus, on laisse passer une rotation solaire et on accumule les données pour former une carte qui cartographie l'ensemble de la surface solaire. Et ici, vous avez des rotations successives. Donc là, on est dans un minimum. Hop, les taches apparaissent à haute latitude, deviennent très très nombreuses, se raréfient près de l'équateur. Et hop,
de nouvelles tâches apparaissent à haute latitude, et ainsi de suite. Donc là, ce film, je le repasse, vous montre réellement comment ce scénario se passe. Maintenant que je vous le repasse, j'attire votre attention sur autre chose. Chaque fois que vous voyez une de ces régions actives apparaître, vous voyez comme une flamèche qui s'échappe vers le pôle. Pour celle du haut, ça part vers le pôle nord. Pour celle du bas, vers le pôle sud. Ben, si on met bout à bout ces cartes, voilà ce que ça donne. C'est aussi la dernière version en date. Et donc, vous voyez de nouveau, ici, ce sont les ailes de papillon magnétiques. On voit d'ailleurs une couleur dominante inverse dans les deux hémisphères, ce qui reflète le fait qu'on a vu que les dipôles étaient inversés entre les deux hémisphères. Mais ce qui apparaît beaucoup plus clairement, c'est cette sorte de bavure, on appelle ça le rush to the pole, donc où il y a une évacuation, je dirais, très rapide, ça prend de l'ordre de 1 an, pour que les champs magnétiques résiduels qui clairement sont nés là où les régions actives apparaissent, finalement soient transportés vers le pôle. Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est que si par exemple ici vous aviez le bleu, une des polarités négatives, le cycle suivant produit en fait la polarité inverse, qui grignote petit à petit cette polarité polaire. Et en fait, au moment où on arrive à peu près au maximum du cycle, finalement, tout est annihilé, et c'est l'autre polarité qui va s'accumuler et prendre sa place, jusqu'au cycle suivant, où de nouveau le même processus va se faire, mais avec la polarité inverse. Donc on a là au niveau magnétique le cycle de Hale qui est sur 22 ans, où on a permutation chaque fois des polarités systématiques qui s'inversent d'un cycle au suivant. Donc petit schéma, migration des ailes de papillon vers l'équateur, évacuation. C'est quoi le petit? Ok. Migration, en fait, d'une des polarités, la polarité de queue des régions actives qui migrent vers le pôle. Il y a aussi une migration moins visible vers l'équateur. Donc ça, c'est pour illustrer le transport qu'on appelle transport méridional. Au cycle suivant, même chose, mais vous voyez que les couleurs s'inversent. Et dans l'hémisphère opposé, les flèches sont également de couleur inverse. Et vous voyez qu'à l'équateur, contrairement à ce qui migre vers les pôles, à l'équateur, les polarités inverses se rencontrent, s'annulent. Et donc là, essentiellement, pour l'équateur, le bilan est nul. Tandis qu'au niveau des pôles, on a chaque fois une accumulation d'un champ dipolaire qui se renouvelle à chaque cycle. Donc voilà, schéma périodique. Alors, voilà le schéma observationnel. Certaines des choses, dans vos propres observations, vous pouvez les retrouver, hein, la migration des tâches, etc. Et donc voilà, grosso modo, le menu de ce qu'il faut pouvoir expliquer quand on explique le cycle solaire. C'est pas seulement que ça monte et ça descend sur 11 ans. Donc, il y a concentration des tâches seulement dans certaines zones limitées en latitude, la dérive de ce ceinture d'activité vers l'équateur, le fait aussi qu'il y a une inclinaison systématique des groupes de tâches avec la tâche de tête plus proche de l'équateur, ce qu'on appelle la loi de Joy, les polarités inversées entre les deux hémisphères, la commutation de ces polarités d'un cycle au suivant, cette migration transport des champs résiduels vers les pôles, et donc l'existence d'un champ dipolaire, comme la Terre, hein, entre les deux pôles globaux, mais qui, contrairement à la Terre où chez nous ce champ est permanent, hein, celui qui fait fonctionner notre boussole, sur le Soleil, c'est donc quelque chose qui est en refonte permanente. Et donc, ça nécessite, d'une certaine manière, un renouvellement par un mécanisme sous la surface. Alors, petit rappel,
on avait déjà deux ingrédients importants pour ce moteur-là qui est sous le capot, c'est la rotation différentielle et c'est migration méridionale. Donc deux grands mouvements, et il faut savoir que c'est un mouvement qui entraîne un plasma, c'est-à-dire un gaz, mais qui, vu les températures extrêmement élevées à l'intérieur du Soleil, c'est électrisé, c'est ce qui fait qu'il est lumineux, le Soleil. Et donc, ce plasma transportant des charges électriques s'apparente à un immense système de courant. Et c'est là que, si on considère la physique, voilà, on a une vitesse, un plasma en mouvement. Alors, c'est un courant. Par induction, un courant va produire alors un champ électrique. Mais s'il y a un courant électrique, il y a toujours une certaine résistivité. Les charges ne s'échangent pas librement à l'intérieur du Soleil. Et donc, ça va induire un courant électrique. Par la loi d'Ampère, quand il y a un courant électrique, ça génère un champ magnétique. C'est comme ça, par exemple, vous pouvez acheter au bricot un détecteur pour savoir s'il y a un fil électrique à l'intérieur du mur avant de forer. Parce que, bon, vous exploitez le fait qu'il y a un courant qui circule dedans et le détecteur détecte simplement le champ magnétique associé à ce courant. Mais le champ magnétique qui va être créé s'ajoute au champ magnétique préexistant. Donc il y a une variation du champ magnétique. Et par la loi de Faraday, du coup, ça va également perturber le courant électrique. On commence à rentrer dans une sorte de plat de spaghetti, je ne vous dis pas. Et en plus, ayant un champ magnétique, comme la matière du Soleil est chargée électriquement, du coup, le champ magnétique exerce une force et canalise les mouvements. Et donc, ça devient un peu comme l'œuf et la poule. Donc, on a... Ça, c'est la mécanique du Soleil, un vrai cauchemar de physicien. En plus, ces effets ne sont pas proportionnels. Si vous doublez le courant, ça ne va pas faire que les autres effets doublent. Et donc, ça amène un comportement dit chaotique, et la physique qui permet d'expliquer ça est encore assez jeune à l'heure actuelle. Et donc, ça fait partie des ingrédients nécessaires, et donc la physique de toute dernière génération pour expliquer comment ce qu'on appelle la dynamo solaire fonctionne, parce qu'on a véritablement affaire à une dynamo globale, par analogie à la dynamo, vous pouvez tourner une manivelle et vous générez du courant. Et pour simplifier toute cette mécanique, ce qui ressort, c'est un schéma important, un scénario. Alors, les premières étapes, c'est que vous partez de ce champ dipolaire qu'on a vu qui s'accumulait au pôle. Prenons ça comme point de départ de toute la période d'un cycle. Alors, ces lignes de champ emportées par la rotation différentielle du Soleil, plus rapide à l'équateur qu'au pôle, vont produire un enroulement. Et donc, finalement, on arrive à des ceintures schématisées ici qui deviennent parallèle à l'équateur. À noter que par l'enroulement, le sens des deux ceintures est inverse dans les deux hémisphères. Cet enroulement correspond finalement à une amplification du champ jusqu'à ce que la pression magnétique associée amène, un peu comme une bulle monte à la surface de l'eau, à emporter des sections de ce champ magnétique qui est généré loin sous la surface, vers la surface, où finalement ça perce la surface, et qu'est-ce que vous avez? Ce sont les régions actives. À partir de ce moment-là, ça devient observable, et c'est ce que vous avez dans votre télescope. Alors, une fois que le champ a émergé, il y a évidemment toutes sortes d'interactions. On arrive à cette configuration complexe qui est schématisée ici, où vous avez les régions actives dipolaires, d'ailleurs souvent un petit peu inclinées avec la tache de tête plus proche de l'équateur, et pendant un certain temps, vous avez une calotte avec la polarité résiduelle du cycle précédent, et donc qui est inverse de celle
qui est la polarité de queue, des nouvelles régions actives du cycle en cours. Alors, une petite animation aide parfois à résumer toute cette étape-là d'une manière plus picturale. Donc la formation des ceintures, l'émergence de boucles. Donc vous voyez, comme d'une structure qui est essentiellement nord-sud, la dynamo en fait génère une structure magnétique essentiellement parallèle à l'équateur et qui finalement, c'est celle-là qui va générer les structures qu'on voit à la surface, d'où le fait que la plupart des régions actives qu'on observe ont une extension est-ouest parallèle à l'équateur, plus grande que nord-sud. C'est vraiment l'empreinte du fait qu'en profondeur, on a une sorte de tore magnétique parallèle à l'équateur. Mais ce n'est pas la fin du scénario, il faut encore boucler la boucle. Et donc, par le flux méridional, les polarités sont amenées soit vers l'équateur ou vers le pôle, ce qu'on a vu là dans ce film des magnétogrammes que je vous ai montré. Et par accumulation, la polarité de queue des régions actives de ce cycle-ci, donc en l'occurrence le noir ici, s'accumule au pôle et se reforme, du coup, comme on a deux polarités opposées aux deux pôles, donc au niveau des axes de rotation du Soleil, se reforment des lignes de force méridionales. Et on se retrouve là. Et vous allez remarquer la similitude. On est revenu à la case départ. Quelle est la différence entre les deux? Les flèches, oui. Par tout le processus, en fait, on se retrouve avec exactement les lignes de force, mais les polarités permutées. Le cycle de 22 ans. C'est conceptuel, mais c'est parfois joli quand vous voyez ce que sortent les simulations. Alors j'ai pris un peu les choses dans l'ordre chronologique. Les premières simulations, 2 dimensions, donc juste profondeur, latitude, en l'occurrence ici même un seul hémisphère. Et vous voyez comment ça se produit en profondeur. Et là, sans doute que vous comprendrez pourquoi on parle souvent d'une vague dynamo, parce que si vous regardez chaque structure, on a vraiment comme la formation d'une vague près de l'équateur en profondeur, et puis qui se déverse aux basses latitudes. La dynamo en marche, mais évidemment le Soleil est une sphère complète. Donc, une des premières avancées a été de passer en 2,5 dimensions, c'est-à-dire on a toujours la profondeur et la latitude, et en fait, on reproduit la physique dans une sphère, mais sans différencier les longitudes. Donc, tout ce qui est en longitude est répliqué. Mais la géométrie sphérique permet d'approcher plus le comportement du Soleil. Là, c'est une coupe intérieure où les lignes de force du champ magnétique qui sont schématisées là, l'intensité du champ magnétique, c'est sur la coupe à gauche, avec le violet et le turquoise. On voit bien se former ces tores magnétiques et leur migration vers l'équateur. Là, vous voyez vraiment la machinerie solaire en marche. Et maintenant, ça, ce sont des résultats des 5 dernières années, avec évidemment l'augmentation de la puissance des superordinateurs, etc. On commence à sortir des modèles full 3D, donc tridimensionnels. Et là, c'est une vue beaucoup plus réaliste de ce qu'est la convection solaire à grande échelle, combinée avec la rotation différentielle. Ici, c'est calé sur la rotation moyenne, d'où le fait que vous avez l'impression que le pôle tourne à l'inverse de l'équateur. C'est parce qu'on accompagne simplement la rotation.
Vous voyez, la structure de la convection est extrêmement complexe, irrégulière. Là, c'était les vitesses d'ascension et de descente. Ici, c'est une carte de la concentration des champs magnétiques. Et donc, comme vous voyez, ça fait des volutes assez complexes. Et c'est sans doute dans cette complexité, parce que vous ne verrez nulle part des tourbillons identiques. Et comme vous savez, quand vous voyez des régions actives, des groupes de tâches, etc., moi, j'en ai jamais vu deux identiques. Et donc, elles contiennent une empreinte de ce côté semi-aléatoire de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Ici, ce qui est intéressant dans cette simulation-ci, qui ressemble à la première que j'ai montrée, c'est qu'il montre comment se développe cette convection plus loin en profondeur. Donc, on va ouvrir le Soleil. Ah, si on pouvait faire ça, hein. Et hop. Et donc, vous voyez comment les colonnes de gaz chaud montent vers la surface et d'autres colonnes de gaz froid, exactement comme dans votre marmite qui bouillonne. Donc, plonge vers la base de la couche convective. Le centre étant sans structure particulière, c'est la couche radiative qui est stable pour la convection. Donc c'est vraiment dans ce tiers extérieur que tout se passe. Ici, un modèle qui rajoute les champs magnétiques en partant d'un champ magnétique dipolaire, et là c'est plus juste un croquis comme ce que je montrais avant. Là il montre sur 3 étapes, je pense. On commence à voir les lignes polaires s'incurver, déjà étirées par l'équateur qui prend de l'avance. Là, on fait un peu tourner pour vous faire percevoir l'aspect tridimensionnel. Et puis, voilà, un stade plus avancé où vous voyez maintenant le champ magnétique complètement s'étirer, beaucoup plus horizontalement et donc parallèle à l'équateur. Et là, c'est plus un schéma conceptuel, maintenant ça sort des modèles. Imaginez si vous aviez un télescope qu'en mettant un filtre, vous pourriez comme ça sonder et avoir ça comme image, voir les champs magnétiques s'entortiller, etc. Hélas, ce ne sera pas possible. Et alors, les dernières choses que j'ai trouvées, ça c'est une équipe japonaise qui a fait ça. La résolution des modèles s'améliore avec la puissance de calcul. Et là, vous serez sans doute d'accord avec moi, ça devient carrément beau. Vraiment, regardez-moi cette circulation, ces tourbillons. C'est d'une complexité incroyable. À gauche, de nouveau, les champs de vitesse ascendant ou descendant, ce qui monte et ce qui descend. Et à droite, les concentrations de champs magnétiques. Je vous parlais d'un comportement complexe, je crois que je ne dois pas rajouter, sur la complexité du principe. Alors évidemment, là, je vous ai montré comment ça se répartit en fonction de la latitude et de la longitude. Vous allez me dire, oui, mais en surface, ce qu'on voit, c'est la granulation solaire. Ce sont des toutes petites cellules. C'est que quand vous avez un air vraiment très stable, des images hyper stables que vous pouvez résoudre, ces minuscules cellules qui font à peine 1000 km de diamètre avec un temps de vie de 10 secondes, là, il faut savoir que ces grandes cellules convectives qui se développent là sur les 25% extérieurs du volume solaire, ça c'est la structure à grande échelle, mais que cette convection, en approchant de la surface, évidemment rencontre une sorte de plafond. Et la caractéristique de la convection, c'est qu'elle se fragmente alors en fonction de l'échelle qui reste, de l'épaisseur de la couche qui reste. Et donc se transforme en cellules de plus en plus petites, qui sont celles qu'on voit à la surface. Et là, plongeons, on est parti de la granulation. Regardez au-dessus, c'est le pourcentage de rayons solaires, et regardez à quoi ressemble la convection au fur et à mesure que vous plongez.
en profondeur et on va atteindre jusqu'à la base de la couche convective. Ici, on voit d'immenses cellules. Et là, on est arrivé à la base et on remonte. Donc, grandes cellules, on n'en a essentiellement qu'une seule dans cette maille. Et puis, vous voyez que ça se fragmente en plus petites cellules. Mais quand on arrive quasiment à 99% du rayon solaire, regardez ça. Et voilà, on arrive à la granulation en surface. Et donc, la granulation que vous pouvez voir avec vos télescopes, c'est un phénomène extrêmement superficiel qui concerne en fait une couche qui a presque pas plus épaisse que la taille horizontale des granules. Et donc, notamment la supergranulation, qui est la texture qu'on voit apparaître plus clairement dans la chromosphère, cette structure en peau d'orange qu'on a en H-alpha, c'est certainement l'empreinte de la convection un peu plus profondément sous la surface et qui contrôle principalement la répartition des champs magnétiques, d'où le fait qu'elle se marque plus, paradoxalement, un peu plus haut dans la chromosphère plutôt que dans la photosphère. Voilà. Donc, voilà ce que le Soleil vous montre sous la surface. Alors, maintenant, regardons le cycle comme un phénomène plus à longue échéance et aussi en quoi ça nous concerne nous. Et donc, une des choses que j'ai vaguement évoquées sont les grands minima. Mais là, vous les voyez, en fait, surtout le dernier en date, deuxième moitié du XVIIIe siècle, le minimum de Maunder, où là, ce sont des épisodes où le Soleil, le cycle s'arrête pendant plusieurs décennies. Ce n'est pas juste un cycle qui devient plus faible, mais c'est carrément un arrêt et pendant des décennies. Alors, à droite, dans ce schéma-ci, c'est les observations directes, où on voit chaque cycle séparément. Les autres courbes sont des isotopes qu'on trouve dans les carottes glaciaires en Antarctique, ou dans des sédiments, ou dans les cercles de croissance d'arbres très très anciens. Et par ce dosage des isotopes, vous voyez à droite que la modulation suit la modulation du cycle. On voit le creux important ici du minimum de Maunder. Et les isotopes permettent d'aller plus loin dans le passé. Et on voit qu'avant ça, il y a eu d'autres, avant que le télescope n'existe et que des gens puissent suivre de manière systématique l'activité solaire, il y a eu d'autres minima et d'autres périodes assez actives, semblables à ce que nous avons eu au XXe siècle. Donc le cycle lui-même n'est pas un phénomène stable, mais a ses variations à long terme. Alors, et puis évidemment, on peut se demander, est-ce qu'il y en a une empreinte sur le climat? Et dans ce schéma-ci, donc la première courbe, c'est l'anomalie de température de l'hémisphère nord. Grosso modo, c'est la température moyenne planétaire. Et bien sûr, une des caractéristiques, c'est que pendant le dernier siècle, il y a une montée continue. Le forçage solaire, on reconnaît ici le minimum de Maunder, c'est le cycle solaire ici. Le CO2, ça c'est évidemment ce qui est généré par les activités humaines, et les éruptions volcaniques qui crachent de la suie de temps en temps dans l'atmosphère, avec certaines caractéristiques. Les minima des derniers siècles, qui sont très bien enregistrés directement, on voit qu'il y a de légères dépressions de température. Je reviendrai sur la manière dont ça a été enregistré historiquement. Première moitié du XXe siècle, il y a eu un intervalle assez long sans éruption majeure et qui peut avoir renforcé une montée des températures vu que moins de suie dans l'atmosphère permet à plus de rayonnement évidemment d'atteindre le sol et de réchauffer la Terre. Mais ça c'est pour la première moitié du XXe siècle. Mais évidemment, la tendance globale sur les plus de 150 ans maintenant correspondent en fait pleinement à un autre paramètre qui est cette montée du gaz carbonique. Je parlais des minimums de Maunder, j'ai collecté au fil des années un certain nombre de tableaux de l'époque, notamment celui-là, c'est la lagune de Venise.
des gens ont pu faire du patin à glace certains hivers en Italie. Je n'essayerai pas maintenant à l'heure actuelle. Il y a la Tamise gelée, les canaux en Hollande. Évidemment, là, Bruegel, l'incontournable, vu que ski lapin, les paysages, c'est en fait la campagne autour de Bruxelles, là où je vis. Certains des clochers que vous voyez dans ces paysages, eh bien, ils existent encore. Vous pouvez aller dans les petits villages et vous reconnaissez la forme de la flèche du clocher. En revanche, une grosse différence, pour traverser le canal à Bruxelles, en hiver, à l'heure actuelle, il vaut mieux des palmes et un tuba que des patins à glace. Les temps ont changé. Voilà de nouveau l'évolution des températures avec cette montée, le dernier grand minimum de Maunder qui se situe là, on voit bien le creux, et puis la montée qui n'a aucun équivalent ces derniers siècles et même millénaires. Et donc cette montée continue, on voit que le cycle solaire fluctue, mais toujours entre deux limites. En fait, zéro bien sûr, l'activité ne peut pas devenir négative, et le maximum correspond grosso modo à l'énergie disponible au cœur du Soleil et qui n'a pas beaucoup varié depuis qu'il est entré dans la séquence principale il y a 4 milliards et demi d'années, donc essentiellement à l'échelle des millions d'années, à l'heure actuelle c'est plat. Et donc le Soleil, même s'il fluctue, c'est entre des limites qui, elles, n'ont pas de tendance systématique continue, c'est essentiellement plat. Et si on zoome justement sur les derniers siècles, en plus, dans la période où la montée de la température a été la plus forte, ces dernières décennies, il se fait que, comme vous le savez, sans doute en tant qu'observateur solaire, il se fait qu'entre ces deux limites, le Soleil est plutôt descendu de sa limite supérieure vers plus basse activité. Donc la tendance, en plus, actuellement, va dans le sens inverse de celle des températures. C'est le dernier diagramme que j'ai trouvé, le plus à jour, et qui, ça donne les mêmes tendances. Et vous voyez aussi le cycle 24, qui était moitié moins élevé que les 3 cycles précédents, comme vous le savez. Il y avait moins d'activité, moins de tâches à se mettre sous la dent et sous la caméra CCD durant cette dernière décennie. Alors, évidemment, maintenant, un petit coup d'œil vers l'avenir. En tant qu'observateur, vous voulez évidemment savoir qu'est-ce que le Soleil nous réserve pour les années qui viennent. On est en route vers un maximum. Mais quel genre de maximum? Là, les indicateurs sont plus ou moins contradictoires et mitigés. Première chose, c'est qu'il y a une compilation par un comité qui est une sorte de GIEC de la physique solaire, qui a compilé tout ce qui était publié sur les prévisions du prochain cycle solaire et qui donne comme scénario moyen un cycle, vous voyez, à peu près de la même amplitude que le cycle 24 et qui aurait son pic dans le courant, tout début de 2025. Mais ça, c'est la réalité actuelle. Vous voyez que ça monte d'une manière beaucoup plus abrupte. Vous vous souvenez du mois dernier, on est monté quasiment à 100 là. Vous voyez, on est quasi presque au niveau du dernier maximum. Donc cette montée plus abrupte, est-ce que ça peut indiquer que, en fait, on monte vers un cycle? C'est pas si simple parce que si on regarde le cycle précédent, il a commencé aussi très abruptement, et puis cette montée d'un seul coup s'est brisée en un plateau. Et cette évolution, en plus, si vous séparez les deux hémisphères, donc le total, c'est la courbe noire, et donc l'hémisphère nord a connu son maximum en premier, et puis, d'un seul coup, il est descendu et n'est plus jamais remonté. Et c'est en différé que l'hémisphère sud est monté, finalement, a fourni le maximum le plus haut en 2014.
ce qui a créé ce double pic et en tout cas ce cycle tronqué. Et donc il faut garder ça à l'esprit qu'une montée rapide n'est pas d'office indicatrice d'un cycle plus élevé. Alors en vous expliquant la dynamo, j'ai montré en quoi le champ magnétique qui s'accumule au pôle pendant un cycle est ensuite réamplifié par la rotation pour générer le cycle suivant. Et donc, il y a clairement une corrélation entre combien de champ magnétique est disponible pour recyclage au pôle pour déterminer ce que le cycle suivant va produire. Et donc ici, c'est la quantité accumulée aux deux pôles. Nord, c'est la courbe noire en continu. Le sud, c'est en pointillé. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait symétrique. Et la barre bleue représente essentiellement le maximum. Donc, c'est en quelque sorte le stock de champs polaires que le Soleil peut recycler pour le cycle suivant. Et vous voyez effectivement que ça a diminué pour le cycle 24. Il n'y avait pas grand-chose. Et voilà ce qu'on a actuellement. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ce n'est pas l'équivalent des grands cycles précédents, mais c'est quand même significativement plus que le cycle 24, ce qui tendrait à indiquer un cycle quand même plus élevé que le précédent. Ici, dernière prévision, c'est celle que nous produisons à partir de deux méthodes classiques qui ont été créées il y a déjà plusieurs décennies. Celle-ci basée exclusivement sur les tâches. Celle-là prend comme argent comptant la montée abrupte et du coup ça vous donne un maximum proche de 200, donc ce qui est 180% du cycle précédent. Ici, c'est un précurseur géomagnétique, donc qui est sensible au champ polaire magnétique du Soleil, je n'entre pas dans les détails, et qui indique quelque chose vers les 130, avec un maximum arrivant déjà en 2023, pas 2024-2025, et donc qui est de l'ordre de 15-20% plus élevé que le cycle précédent. Donc ça va également dans le même sens. Toute autre manière de voir les choses, je vous avais montré le graphique du nombre de jours sans tâche lors des minima. Et bon, ici, c'est la progression des jours sans tâche au cours des minima. Mais là, en bleu, vous avez la moyenne sur des cycles faibles. Dans le cycle du bas, dans le diagramme du bas, vous avez pour les cycles forts, vous voyez que le pic est évidemment beaucoup moins marqué. Et en rouge, vous avez l'évolution lors de ce minimum-ci. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de jours sans tâche. Donc l'essentiel est déjà passé. Mais vous voyez que ça ne colle pas au cycle faible. Hein, on arrive déjà à 0. Et donc ça indique que clairement on est parti pour un cycle plus fort que les cycles les plus faibles. Par contre, les cycles forts auraient déjà dû, donc on aurait déjà dû avoir la fin des jours sans tâche depuis déjà un an à peu près. Or, on a encore eu un jour sans tâche le mois dernier. Peut-être le tout dernier, mais quand même, donc on y arrive seulement maintenant. Et donc, ce n'est pas non plus un cycle fort. Donc, tout ceci tend à indiquer plutôt un scénario comme celui-ci. J'ai retrouvé ce graphique-là, donc qui date, voilà, c'est tout récent, mai 2022, d'un cycle, vous voyez, intermédiaire entre 23 et 24. Donc, certainement pas, en tout cas, on ne plonge pas vers un grand minimum de Maunder bis, parce que ça serait le désespoir hein, pour nous, observateurs solaires. Hein. Vous imaginez les 30 ou 40 prochaines années avec 3 tâches de temps en temps, la dépression totale. Quoi. Et donc, sa thèse,
après 170 ans, hein, depuis que Schwab a dit il y a un cycle de 11 ans, seulement maintenant on commence à toucher à la réponse. Il a fallu le temps. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de problèmes en physique et en astrophysique qui a résisté aussi longtemps. Alors maintenant, on comprend que si ça pulse plutôt que d'être constant, ben c'est parce qu'il y a un recyclage. Le Soleil fait du recyclage. Le champ magnétique qui disparaît après que les taches disparaissent, en fait, il se disperse, mais il est toujours là. Et il est récupéré par le Soleil qui le réamplifie. Donc, c'est très à la mode actuellement. Et donc, le Soleil nous fait ça depuis des milliards d'années. Donc, lui, il connaissait la recette depuis longtemps. Mais on n'en est pas encore à dire, voilà, on fait tourner le modèle sur les 10 ou 20 prochaines années, et voilà, le cycle suivant sera autant. On en est encore, peut-être encore 10 ans de meilleurs modèles pour finalement pouvoir donner ce genre de réponse. J'imagine que vous seriez les premiers clients, évidemment, à savoir qu'on puisse vous dire « Ah oui, dans 5 ans, on sera à tel niveau d'activité. » Et donc, notre étoile, si proche, on a le nez dessus, hein, on voit plein de détails, eh ben, il nous échappe encore. Il nous cache des énigmes, là, sous cette surface impénétrable, on peut voir plein de choses autour, mais ça résiste encore parce que, bon, ben, ce n'est que par des indices indirects, globaux, qu'on peut deviner ce qui se passe réellement là, sous la surface, sous cette surface impénétrable qu'on peut observer au quotidien. Voilà. J'espère que ça vous aura fait découvrir ce qui se cache. Merci Frédéric pour cet exposé très pédagogique, très clair et vraiment très très intéressant. Merci pour tous ces témoignages, toutes ces animations. C'est vraiment très explicite et je crois que ça complète un petit peu, même beaucoup, nos connaissances. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Fort de tout ça, est-ce qu'il y a de nouveaux ou de futurs moyens de mesure ou d'évaluation, de calcul en termes de prévision, que ce soit par les data ou par des moyens physiques divers et variés, de façon à continuer à avancer sur la connaissance du sol. Oui, la question était si on aura dans les prochaines années de nouveaux moyens permettant notamment de perfectionner les prévisions, par exemple, du cycle solaire. C'est justement quelque chose qui s'amorce juste maintenant. On parle de climat spatial, maintenant, toujours par analogie avec la climatologie terrestre. Et là, c'est, si vous pensez à la météorologie telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des modèles théoriques qui jadis étaient juste des modèles de recherche, mais maintenant sont opérationnels et sont conçus non pas pour partir d'un instant T et puis faire évoluer le système pour voir comment ça évolue au fil du temps, mais c'est au contraire, hein, c'est au contraire, ouais. Avec deux, ça marche. Mais donc, c'est que après l'instant T, on fait tourner un modèle de prévision, mais à T plus 1, on injecte les nouvelles données qui ont été accumulées entre T et T plus 1, qu'on apporte au modèle qui du coup se réajuste en fonction de l'information supplémentaire et ainsi de suite. Donc des modèles adaptatifs. En fait, on appelle ça de l'assimilation de données en continu. C'est comme ça que se fait la météorologie actuelle. Ce sont des modèles qui ne s'arrêtent jamais et où on injecte au fur et à mesure que le temps avance les données, les informations nouvelles. Et le modèle, au lieu de partir d'un instant zéro et de continuer en roue libre, au contraire, est sans arrêt soumis aux contraintes pour s'ajuster.
Et ça, c'est une conversion qui se fait seulement, qui commence maintenant. Certains de mes collègues modélisateurs se jettent à l'eau, parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est un défi d'adapter les modèles pour ce mode de fonctionnement tout en gardant leur stabilité. Et donc là, c'est encore un apprentissage, c'est à l'échelle expérimentale actuellement, mais c'est certainement une des voies qui va mener à l'amélioration future. C'est au lieu de faire tourner des modèles en roue libre qui permettent déjà de voir qu'on reproduit cet aspect cyclique, que c'est 11 ans, parce qu'on peut se demander pourquoi c'est 11 ans et pas d'autre chose, et on voit que c'est connaissance et vitesse de migration qu'on peut mesurer, etc. Si on le met dans le système, un peu comme dans votre voiture, si vous connaissez la longueur du trajet jusqu'à votre destination, vous connaissez la vitesse de déplacement, vous en déduisez la durée. Et bon, maintenant, on est capable en physique solaire de faire ça. Quand on met tous les chiffres ensemble, on trouve, tiens, le circuit se fait en 11 ans, et donc on a enfin cette réponse-là. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui permet de dire « Ah, le cycle suivant aura plutôt 9 ans de durée ou 12 ans de durée et une amplitude de 115 ou de 180. » Et donc, voilà. Mais on n'a jamais été aussi proche de cette capacité. Donc, les années qui suivent vont être prometteuses à ce niveau-là. Mais ce n'est pas l'année prochaine. Je dis échelle de 10 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et la météo solaire telle qu'on vient de la décrire, est-ce qu'elle peut s'exporter sur les exosoleils et les étoiles? Est-ce que c'est uniquement sur le Soleil ou est-ce qu'on peut l'extrapoler sur d'autres tailles d'étoiles? Pour les étoiles, ça resterait une modélisation générale. Parce que généralement, pour des étoiles lointaines, on n'a pas un flux continu d'observation comme on a pour le Soleil. Comme je disais, on a le nez collé dessus. Vous faites des images incroyables montrant une quantité de détails, montrant toute cette diversité. Même l'étoile la plus proche, ça reste un point dans les plus gros télescopes. Donc l'information est beaucoup plus limitée. Et donc, les capacités de reproduire pour d'autres étoiles ce qu'on fait pour le Soleil, c'est beaucoup plus difficile parce que simplement, on manque complètement de données. En revanche, ce qu'on fait pour le Soleil permet d'avancer pour les étoiles, parce qu'évidemment, là où on ne voit que des variations globales d'intensité de champ magnétique, qui est la somme sur toute l'étoile, et qui permettrait, au niveau de l'interprétation, très très peu de choses. Le Soleil, comme là, on a des images, on a des magnétogrammes qui montrent où se trouvent concentrés les champs magnétiques, tous ces motifs que j'ai expliqués, comment ça se répartit à la surface du Soleil, ces migrations, etc. On peut, du coup, se servir de cette connaissance pour la coller là où on ne peut pas l'obtenir directement, mais sachant que ce sont des étoiles à peu près de la même masse du Soleil, donc ayant la même structure, avec le même âge à peu près. Donc on peut se dire, ils se comportent à peu près comme le Soleil. Et donc on peut coller sur le peu d'informations qu'on a sur ces étoiles, toute l'information beaucoup plus détaillée qu'on a sur le Soleil, pour alors interpréter d'une manière beaucoup plus avancée le peu de données qu'on a provenant de ces étoiles-là. Ça, c'est la complémentarité vraiment entre physique solaire et physique stellaire. C'est vraiment que le Soleil, c'est un seul cas. Donc, bien sûr, on ne peut pas généraliser le Soleil parce qu'il y a une tellement grande diversité d'étoiles et aussi d'étoiles à différents âges. Donc, le Soleil est un exemple un peu limité. Et donc là, connaître d'autres étoiles permet de placer le Soleil dans un contexte beaucoup plus large. En revanche, le Soleil, par les détails qu'il nous fournit et la compréhension qu'on a de son fonctionnement, permet alors d'apporter ça à la compréhension de toutes les autres étoiles. C'est un peu la pierre de Rosette en physique stellaire. Tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation entre le nombre de tâches et puis la température qu'il y avait sur Terre.
d'après ce que j'ai compris. Il y a une empreinte, mais qui est nettement plus faible et uniquement quand le Soleil reste dans un régime bas pendant plusieurs décennies. Il faut savoir que le climat terrestre a une grande inertie dans le temps, dû au fait que l'essentiel du stock de chaleur que la Terre conserve, c'est dans les océans. Et donc c'est une masse énorme qu'on ne peut pas chauffer, refroidir si rapidement. D'où le fait qu'il y a très peu de mesures terrestres où on voit apparaître directement le cycle de 11 ans. En revanche, quand le cycle s'arrête ou s'abaisse pendant plusieurs décennies, là ça laisse le temps à la Terre de répondre et on en voit une trace. Mais les fluctuations passées sont limitées par rapport à l'évolution qui est en cours actuellement. En fait, est-ce que pour autant, l'activité solaire au niveau des tâches, il y a une corrélation ou une décorrélation avec sa luminosité, avec la luminosité? Oui, ça je n'ai pas montré ça ici. Et donc, il y a non seulement une variation de sa luminosité globale, mais qui est seulement de 1 pour 1000. Donc, c'est vraiment un fifrelin. Ça n'a pas d'influence. Et une variation aussi faible, bon, qui est au niveau de l'énergie que la lumière apporte, n'est pas à même d'expliquer les variations observées. Mais d'autres paramètres solaires varient beaucoup plus. Notamment si on passe dans l'ultraviolet, donc ce que vous voyez un peu dans l'arrêt du calcium représente un peu ce à quoi ressemble le Soleil plus loin dans l'ultraviolet. Et là, ce n'est pas 1 pour 1000, mais c'est plusieurs pourcents de variation. Évidemment, ça n'agit pas en tant que sur le bilan de chaleur, mais ça agit sur la chimie de la haute atmosphère, notamment sur la température de la stratosphère, où là, le cycle solaire, on le voit très très bien. Et évidemment, la stratosphère est une couche, évidemment, où la pression atmosphérique est très très faible. Et donc là, mais là, la balle est du côté des modélisateurs de la mécanique de l'atmosphère terrestre, c'est de comprendre en quoi cette fluctuation nettement plus sensible de la stratosphère, qui répond vraiment beaucoup plus clairement au Soleil, dans quelle mesure elle peut entraîner une modification au niveau de la troposphère, donc là où se passe la météo, les nuages, la pluie, etc., qui est la couche la plus basse, plus massive. Et donc, il y a un couplage entre les deux, peut-être via la formation du jet stream, etc. Mais ça doit être encore élaboré. Et il y a une autre composante, c'est le vent solaire, donc le flux de particules, où là, c'est carrément un facteur 2 entre le minima et maxima solaire. Mais là, le niveau d'action, c'est au niveau des... Bon, on connaît les aurores boréales, etc. Donc, c'est de nouveau une interaction dans la haute atmosphère. Il y a eu l'hypothèse, il y a quelques années, que les charges électriques apportées pouvaient peut-être influencer la formation des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, et donc la formation de nuages. Et donc, comme vous le savez, hein, on l'a vu tout à l'heure, les nuages sont arrivés, la température a baissé, c'est bien connu. Donc, et donc là, l'idée serait en quelque sorte que via ces particules, le Soleil agisse sur les nuages, donc tienne en main non pas le dimmer de la lumière, mais la position du diaphragme. Donc, les nuages jouant le rôle de diaphragme, et que du coup, c'est à travers les nuages que l'action du Soleil se ferait. Bon, il y a d'ailleurs encore en cours une expérience au CERN où ils utilisent le grand accélérateur de particules pour simuler justement ces particules énergétiques solaires, et ils recréent dans une cuve à basse pression, température, etc., les conditions donc à haute altitude où se forment les nuages, pour simuler le processus de formation de gouttelettes d'eau, et donc de voir si, quand on injecte des particules, on voit plus ou moins de formation. Et pour le moment, d'après les derniers rapports que j'ai vus, c'est pas très concluant. Parce que pour reproduire ça, évidemment, il faut tenir compte de pas mal de paramètres.
Et apparemment, il y a certaines perturbations qui pourraient fausser les résultats. Donc pour le moment, rien de concluant de ce côté-là, mais c'est une des idées. Donc le Soleil, ce n'est pas seulement la chaleur qu'il nous apporte, mais il y a d'autres parties de sa production, rayonnement, courte longueur d'onde, etc., qui agissent par des canaux différents. Et dans ces domaines-là, le Soleil est beaucoup plus variable que dans la lumière visible, hein, où on est habitué, le Soleil il a toujours le même éclat tous les jours, quoi. Voilà. Oui? Oui, vous avez montré sur un graphique l'évolution de la constante solaire, la radiance solaire totale sur 4 siècles. Comment est-ce qu'on arrive à la reconstituer avant 1840, à partir du moment où on a commencé vraiment à la mesurer? Donc, ce que j'ai montré, c'est le comptage des taches solaires. Ce n'est pas une mesure de rayonnement, parce que ce n'était pas possible, les techniques n'existaient pas à ce moment-là. En fait, les mesures précises du rayonnement solaire n'ont commencé vraiment qu'avec l'ère spatiale. Donc, c'est vers 1980, grosso modo, que vraiment ces mesures directes ont été obtenues. Il y a des indicateurs plus indirects qu'on peut utiliser en remontant jusqu'à 1875, mais c'est vraiment le tout début de la photographie. Mais il se fait que, actuellement, on a cet indice visuel des taches solaires et on peut le corréler avec les mesures modernes de rayonnement, aussi les magnétogrammes. Donc on peut faire la somme sur tout le Soleil de ces champs magnétiques qui émergent à la surface. Et quand on corrèle le nombre de taches avec cette mesure physique des champs magnétiques, la corrélation est faramineuse, quoi. C'est vraiment un hasard, mais c'est en même temps une bénédiction de découvrir qu'une technique, ce nombre de Wolf, comme on l'appelle, c'est M. Wolf qui a inventé ça, paraît une mesure très simple, quoi. Compter combien il y a de tâches, donc combien il y a de concentration magnétique à la surface du Soleil. Et il se fait que cette technique très simple, inventée avant même qu'on sache que c'était des champs magnétiques, donne une mesure qui est extrêmement corrélée, donc qui est quasi équivalente à mesurer réellement le champ magnétique total sur le Soleil. Maintenant qu'on peut le mesurer, on en a la preuve, quoi. Donc, d'une certaine manière, on n'avait pas d'autres mesures que ce comptage des tâches, mais maintenant on a l'indication que c'est une très bonne approximation des mesures du champ magnétique émergeant à la surface du Soleil. Donc comme si on avait pu le mesurer dans le passé. Parfois le hasard de l'histoire fait que des choix sont faits à l'aveugle et sont les bons choix. Oui? Vous avez montré cette animation de la convection en profondeur jusqu'en bas de la couche convective. Est-ce qu'on peut de même simuler la supergranulation? Est-ce qu'on peut la relier à ce... Elle est dans le film. Donc, quand vous êtes à 99% de la surface, vous trouvez à l'échelle où les cellules de convection qui deviennent de plus en plus petites. Et ça se réduit très vite quand vous êtes dans le dernier pourcent avant la surface. Et donc là, vous passez à une échelle de convection qui est celle de la supergranulation, donc qui est 4-5 fois plus grande que les cellules, donc que les granules photosphériques. Donc très légèrement en dessous de la surface. Oui. En dessous. Grosso modo, comme les cellules convectives, dans les expériences de laboratoire, ça s'observe directement, que la taille horizontale de ces cellules, de ces colonnes bouillonnantes, est équivalente à leur profondeur. Et du coup, si vous voyez justement la structure horizontale de la granulation ou supergranulation, ça vous indique que, en fait, c'est la taille des cellules convectives à peu près à la même profondeur sous la surface. Pourtant, on la voit très bien dans la chromosphère en calcium. Oui. Là, on est au-dessus de la surface. Oui, mais c'est parce que le traceur est différent. Donc, dans la photosphère, vous voyez réellement les cellules convectives, vous en voyez le sommet, quoi. Là où elles arrivent, c'est la fin de la convection. Plus en profondeur, en fait, la supergranulation correspond à une couche qui a des vitesses horizontales plus marquées et qui entraîne les petits éléments magnétiques
du centre vers les bords des cellules, et le champ magnétique, du coup, se concentre dans une sorte de réticule. Et ces champs magnétiques sont faibles, et donc au niveau de la photosphère, on ne les voit pas. Mais plus haut dans la chromosphère, on a ce qu'on appelle le réseau chromosphérique qui est marqué par les endroits où le champ magnétique se concentre et du coup se marque par un échauffement et donc un embryancement de la RH alpha qui rend du coup cette structure visible par l'intermédiaire des champs magnétiques. Et comme ils sont concentrés aux limites de cette supergranulation, du coup, H-alpha permet de les révéler. C'est un peu comme partout dans le Soleil, vous ne voyez pas vraiment les choses, mais la matière qui est canalisée dans les champs magnétiques joue le rôle de traceur, comme la limaille de fer avec un aimant, etc. Dans la couronne, plus haut, des arcades dont vous voyez que les pieds qui traversent la fine pellicule de la photosphère, donc juste les taches. Dans la couronne où vous avez la vue tridimensionnelle, là vous voyez les grandes boucles, les grandes arcades, etc., qui ressemblent d'ailleurs tout à fait à la limaille de fer, qui marque des lignes qui vont d'un pôle à l'autre de la barre de l'aimant. Donc le Soleil c'est comme ça, c'est les particules, la matière lumineuse qui, étant canalisée par le champ magnétique, nous rend visible l'invisible. Oui? Une dernière question. Quel est l'intérêt d'avoir des observateurs au sol, des amateurs apparemment, alors qu'il y a des satellites qui filment en permanence, qui mesurent le Soleil en permanence, ils comptent les tâches mieux que nous? Non, ils ne savent pas compter les tâches, puisqu'ils sont aveugles en lumière visible. Comme les satellites coûtent extrêmement cher, on envoie des instruments que pour observer des choses inobservables au sol. Et donc tout ce qui est rayonnement ultraviolet X, comme c'est heureusement filtré par notamment la couche d'ozone, etc., n'arrive pas au sol. Seule solution, aller dans l'espace. Et donc les images venant de l'espace essentiellement montrent la couronne solaire. Il y a aussi les mesures in situ. Donc il y a les sondes qui, sur leur orbite, mesurent le vent solaire qui les entoure. Ça, on ne peut pas faire au sol. Mais tout ce qui est photosphère, chromosphère, c'est la lumière visible qui est totalement accessible au sol. Et donc c'est pour ça que l'essentiel de ces observations-là, pour ces couches-là, qui sont évidemment les fondements pour l'activité solaire, sont observés au sol. Et même les professionnels, il y a des KIST, le télescope de 4 mètres, un tout nouveau télescope géant solaire, il est installé au sol pour faire des observations qu'on peut faire aussi bien plus au sol, parce qu'on peut prendre des grands instruments dans l'espace. Le problème, c'est masse limitée. Donc des petits télescopes, j'ai parlé de IT, etc. Les images que vous avez vues, c'est des télescopes qui sont plus petits que certains des télescopes qui étaient là ce matin, parce qu'on est limité en taille, bien sûr, ils travaillent dans une autre longueur d'onde, inaccessible depuis le sol, Mais donc, il y a vraiment une complémentarité entre les deux, des choses qu'on peut faire au sol ou dans l'espace seulement. Aussi songer à la durée de vie limitée des missions spatiales, quelques années généralement. Et donc pour étudier, un cycle solaire, un seul, c'est 11 ans. Il y a très peu de satellites qui durent aussi longtemps. Et donc pour aussi le suivi long terme, il n'y a rien de tel que des observations au sol. Parce que là, on a le suivi continu illimité. Donc au sol, on n'est pas complètement dépassé, c'est toujours de la science de pointe. Merci Frédéric. Voilà. Merci. Vous voulez en savoir plus? Notez que Frédéric vient de sortir un ouvrage aux éditions Favre, donc sorti en avril dernier. Il s'agit du livre intitulé Le Soleil et nous, et qui nous explique vraiment tout ce qui se passe au cœur de notre étoile et les impacts sur jusqu'au climat terrestre. Un ouvrage de référence qui fait plus de 400 pages, même près de 500 pages. Donc vraiment l'œuvre de toute une vie, et on a vraiment quelque chose là, un ouvrage de référence sur le sujet.
Vous pouvez le trouver chez babelio.com, vous pouvez le trouver sur la Fnac, vous pouvez le trouver sur Amazon aussi, mais de préférence allez directement sur le site de l'éditeur, c'est toujours un peu mieux. Voilà, ouvrage de référence pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, et vous allez noter dans la conférence que Frédéric est vraiment très très pédagogue, donc c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde. Voilà, et vous avez le lien dans la description.